Laura Fellows, nièce de la regrettée. Diana, princesse de Galles, rompt un silence de plusieurs décennies pour livrer un récit franc et historiquement factuel des événements qui ont entouré la vie et la mort de sa tante. Pendant près de 30 ans, l'histoire de la princesse Diana a été largement manipulée par la machine de relations publiques de Buckingham Palace, le journalisme à sensation des tabloïds et des biographies non autorisées. Fellows prennent désormais la parole pour déconstruire le récit officiel et exposer les graves défaillances institutionnelles, les fractures familiales internes et le traumatisme psychologique infligé par la monarchie britannique. Sa décision de s'exprimer publiquement constitue un défi direct à la version officielle de l'histoire et représente une menace importante pour la réputation de la famille royale, qui a dépensé des millions de livres et des décennies d'efforts pour tenter d'étouffer les détails précis de l'isolement de Diana et du chaos qui a suivi sa mort. Pour comprendre toute la portée de la décision de Laura Fellows de prendre la parole, il faut d'abord examiner la position profondément complexe de sa mère, Lady Jane Fellows. Au sein de la famille Spencer, Lady Jane a toujours observé un silence public absolu et inflexible. Tandis que Diana devenait la femme la plus photographiée et scrutée au monde, Jane s'est délibérément effacée, refusant les interviews et de participer aux nombreux documentaires à grand succès produits après la mort de sa sœur. Ce silence n'était pas dû à l'indifférence, mais à un profond et douloureux conflit d'intérêts. Lady Jane était mariée à Robert Fellows, secrétaire particulier de la reine Elizabeth II de 1990 à 1999. Cette période a englobé les années les plus tumultueuses de l'histoire royale moderne, notamment la séparation et le divorce très conflictuel du prince et de la princesse de Galles, ainsi que la mort de Diana. Lady Jane était prise au piège entre sa loyauté indéfectible envers sa sœur vulnérable et le devoir constitutionnel strict de son mari de protéger le monarque régnant et l'institution de la couronne. Cette situation inextricable a contraint Jane à une stricte neutralité, jouant un rôle de soutien indéfectible en privé, tout en préservant une discrétion absolue en public. Ce respect inflexible de la vie privée a basculé dans la nuit du 30 et 1 août 1997. Lorsque l'accident mortel s'est produit dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, le monde britannique a été plongé dans un chaos sans précédent. Lady Jane Fellows et sa sœur aînée, Lady Sarah McCorquo Dale, se sont immédiatement rendues en France avec le prince Charles à bord d'un avion de la Royal Air Force. Elles arrivèrent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour rapatrier le corps de Diana. Dans ce moment déchirant retransmis en direct à des milliards de personnes à travers le monde, Jane et Sarah se retrouvèrent au centre de l'attention internationale, incarnant une immense dignité au milieu de la paralysie institutionnelle. Quelques jours plus tard, lors des funérailles télévisées dans le monde entier à l'abbaye de Westminster, Lady Jane fit une lecture poignante, offrant un rare aperçu public du lien profond qui unissait les sœurs Spencer. Depuis ce jour, Lady Jane a joué un rôle essentiel et stabilisateur auprès des princes William et Harry. Si la famille royale a assuré la structure institutionnelle, les tantes Spencer ont incarné une véritable continuité maternelle. L'influence durable de Lady Jane est attestée par le choix de sa fille Laura comme marraine de la princesse Charlotte. Cette nomination scelle officiellement le lien entre la lignée Spencer et la génération actuelle de membres actifs de la famille royale, prouvant qu'au-delà des portes du palais, l'influence discrète de Jane demeure un atout précieux dans la vie du futur roi et de sa famille. L'expérience personnelle de Laura Fellows, la nuit du décès de sa tante, est à la fois le catalyseur émotionnel et factuel de sa décision de témoigner. Ce soir-là, Laura était chez elle à Londres lorsqu'un appel téléphonique angoissé de sa mère la tira brutalement du sommeil. Les premières informations diffusées par les médias et les instances officielles étaient terriblement incohérentes. Laura était assise devant la télévision, suivant avec stupeur les bulletins d'information qui, partant d'un simple accident de la route, firent état de blessures graves, pour finalement aboutir à la confirmation tragique du décès de Diana. Sa première réaction, un profond choc, se mua rapidement en une fureur intense et tenace. Elle constata de visu l'échec systémique total des institutions censées assurer la protection de sa tante. Les informations contradictoires,
Le chaos organisationnel général et le manque flagrant d'informations fiables révélaient une réalité terrifiante. La femme la plus célèbre du monde était désormais totalement livrée à elle-même par l'appareil d'État qui, auparavant, contrôlait chacun de ses mouvements. La colère de Laura fut exacerbée par l'horrible constatation que sa tante adorée, une femme qui avait consacré sa vie à l'humanitaire, était réduite à un spectacle tragique, tandis que sa mère et sa tante s'envolaient pour Paris. Laura restait à Londres, confrontée à l'explosion médiatique mondiale sans précédent. Le contraste entre le deuil public ostentatoire et le traumatisme intime et douloureux de sa famille était profondément perturbant. Elle se sentait profondément trahie par le manque de réponse et la gestion chaotique des suites immédiates. Cependant, au fil des décennies, cette colère paralysante se mua peu à peu en une détermination méthodique. Laura comprit que son silence permettait aux institutions qui avaient isolé Diana de contrôler son héritage historique. En choisissant de prendre la parole aujourd'hui, Laura intend transformer son indignation initiale en une défense factuelle et inébranlable de la véritable personnalité de Diana, en s'affranchissant des récits officiels édulcorés pour documenter la réalité de la crise survenue en août 1997. Les motivations de Laura sont intimement liées aux allégations persistantes qui durent depuis des décennies d'une dissimulation de la part de la famille royale concernant l'accident d'avion à Paris. Si l'enquête officielle française et l'enquête menée ultérieurement par la police métropolitaine britannique, l'opération Paget en conclut à un tragique accident dû à la négligence grave d'un conducteur en état d'ivresse et à la poursuite imprudente de paparazzis. Une part importante du public international reste très sceptique. Ce scepticisme n'est pas totalement infondé. Il trouve son origine dans la confusion indéniable et les messages contradictoires diffusés par les canaux officiels le soir de l'accident. Lady Sarah McCorquodale a déjà fait part de sa profonde frustration face aux informations confuses et à la gestion chaotique de la situation à Paris. Si les aspects logistiques des suites immédiates de l'accident ont été si mal gérés, affirment les critiques, il est tout à fait plausible que des défaillances structurelles plus importantes ayant été délibérément dissimulées afin de préserver la réputation de la famille royale. L'enquête du coroner de 2007 au Royal Courts of Justice a temporairement apaisé certaines théories du complot, mais elle a également mis en lumière l'exigence discrète et inflexible de la famille Spencer d'une vérité absolue. Les Spencer n'ont pas ouvertement accusé Buckingham Palace d'avoir orchestré un assassinat, mais leur démarche juridique rigoureuse visant à obtenir des éclaircissements sur les déplacements exacts des services de sécurité a démontré qu'ils n'étaient pas disposés à accepter les versions initiales commodes présentées par l'État. Cette quête de vérité est corroborée par les propres écrits de Diana. Dans les années précédant sa mort, elle a fréquemment exprimé sa profonde crainte de l'appareil royal. Elle a déclaré explicitement se sentir visée, isolée et totalement sans protection de la part de la firme. Elle a consigné par écrit sa conviction que des personnalités influentes au sein de l'establishment considéraient son immense popularité internationale et son caractère imprévisible comme une menace directe pour la stabilité de la couronne. Elle a même prédit sa propre mort dans un accident de voiture fatal dans une lettre désormais tristement célèbre remise à son majordome. Il ne s'agit pas de théorie du complot. Ce sont les angoisses avérées d'une femme qui comprenait les rouages impitoyables de l'institution dans laquelle elle s'était intégrée par le mariage. L'émergence de Laura Fellows est sur le point d'aborder précisément ces angoisses, éclairant les raisons légitimes pour lesquelles Diana se sentait si profondément en danger durant ces dernières années. Les dynamiques internes de la famille Spencer offrent un éclairage essentiel pour comprendre la complexité de la gestion de l'héritage historique de Diana. Althorp House, le vaste domaine ancestral du Northamptonshire, est à la fois le siège historique de la dynastie Spencer et la dernière demeure de la princesse. Après sa mort, Althorp devint l'épicentre d'un conflit idéologique discret mais intense entre les frères et sœurs survivants de Diana Lady, Sarah Lady Jane et Charles, le neuf et comte Spencer. Le cœur de ce désaccord réside dans la meilleure façon d'honorer la mémoire de Diana tout en préservant la vie privée de la famille et en gérant les importantes implications financières du domaine.
Les frères et sœurs développèrent des philosophies très différentes quant à l'exposition publique. Lady Sarah McCorquodale, présidente du fonds commémoratif Diana Princesse de Galles, a toujours plaidé pour une approche rigoureuse et publique, afin d'honorer sa sœur par le biais d'une distribution caritative organisée. Lady Jane Fellows, soucieuse de préserver la plus grande discrétion, estimait que minimiser les manifestations publiques était le seul moyen de respecter la dignité de la mémoire de Diana. À l'inverse, Charles Spencer, qui détient l'autorité légale et administrative suprême sur Althorp, privilégiait la modernisation et la viabilité financière du domaine. Après l'inhumation de Diana sur une île du lac ovale rond du domaine, Charles inaugura une vaste exposition commerciale consacrée à sa vie, générant d'importants revenus avant sa fermeture définitive. Ces approches divergentes ont souvent engendré des conflits. Selon certaines sources, des désaccords majeurs surgissent régulièrement quant à l'opportunité d'organiser des commémorations publiques ou de préserver le caractère privé et clos du domaine. Par ailleurs, les sœurs Spencer tiennent à ce qu'Althorp demeure un lieu neutre et apaisant pour les princes William et Harry, et non un champ de bataille qui exacerbe leurs tensions actuelles. La gestion d'Althorp implique de composer avec un équilibre précaire entre devoirs historiques, impératifs commerciaux et douleurs familiales profondes. La décision de Laura Fellows de rompre le silence est directement liée au temps qui passe et à l'évolution de la dynamique au sein de la jeune génération royale. Pendant des décennies, elle a porté le poids immense de la responsabilité qu'elle s'était elle-même imposée protéger ses cousins William et Harry de tout nouveau traumatisme psychologique. Elle a été témoin de la façon dont la frénésie médiatique implacable et prédatrice a exacerbé le deuil familial. En 1997, et elle a délibérément choisi de ne pas alimenter ce tumulte. Elle savait que toute déclaration publique de sa part serait impitoyablement disséquée, sensationnalisée et instrumentalisée par la presse à scandale britannique. De plus, elle se sentait éclipsée par l'ampleur du récit royal, persuadée que son point de vue personnel et réaliste serait marginalisé au profit d'exclusivités royales explosives. Par conséquent, elle a opté pour la discrétion privilégiant la stabilité émotionnelle des jeunes princes à son propre besoin de rétablir la vérité historique. Cependant, la situation actuelle est fondamentalement différente. Les princes William et Harry sont désormais des hommes adultes qui tracent leur propre chemin complexe et indépendant. La récente résurgence des débats autour des derniers instants de Diana, conjuguée à la prolifération incessante de biographies non autorisées et de récits historiques spéculatifs, a contraint Laura à reconsidérer son silence. Elle reconnaît que l'absence de témoignages directs et factuels permet aux théories du complot et aux ragots de la presse à sensation de façonner l'héritage de sa tante. En prenant la parole aujourd'hui, Laura souhaitait rétablir la vérité historique. Son objectif n'est pas de lancer une attaque sensationnaliste contre la famille royale, mais d'offrir une perspective claire et factuelle sur le chaos d'août 1997 et la réalité émotionnelle d'un deuil instrumentalisé par le spectacle mondial. Elle cherche à contrebalancer les rumeurs les plus folles par des faits avérés, soulignant l'immense effort émotionnel qu'il a fallu à sa famille pour laisser perdurer si longtemps les récits officiels édulcorés. Sa motivation profonde reste la même que celle qui l'a animée pendant des décennies. Un profond respect pour ses cousins et une volonté farouche de préserver l'essence authentique et empreinte de compassion de l'héritage de Diana de toute nouvelle déformation. La révélation potentielle de preuves matérielles, extrêmement sensibles, notamment des extraits de journal intime et de la correspondance privée décelée, constitue l'élément le plus explosif des révélations attendues de Laura. Il est de notoriété publique, au sein de la famille royale, que Diana utilisait l'écriture comme principal moyen d'apaiser la profonde détresse psychologique liée à sa position. Après sa mort, la famille de Spencer s'est rapidement mobilisée pour mettre ses effets personnels en sécurité au palais de Kensington, craignant que les agents de Buckingham Palace ne confisquent ses documents privés afin d'effacer définitivement toute preuve de négligence institutionnelle. Bien que certains de ces documents aient été mis en sécurité à Althorp, des rumeurs persistent depuis des décennies quant à l'existence de journaux intimes non expurgés très personnels.
qui détaillent l'étendue des souffrances de Diana, après des sources proches des archives. Ces journaux intimes offrent un récit poignant minute par minute de sa dégradation psychologique au sein de la famille royale. On y découvre son isolement accablant, sa profonde frustration face aux règles inflexibles et archaïques du protocole palatial et les trahisons profondes qu'elle a subies de la part de personnes qu'elle croyait être des alliés de confiance. Ces journaux révèlent une femme qui se sentait étouffée par une institution exigeant une perfection absolue, tout en minant sa santé mentale. Cependant, ses écrits témoignent aussi abondamment de son amour profond et inconditionnel pour William et Harry. Elle y décrit méthodiquement ses stratégies pour les protéger de la presse à scandale impitoyable et sa détermination à leur faire découvrir la réalité du monde extérieur. Elle y relate son immense joie d'emmener les jeunes princes dans des centres d'hébergement pour sans-abri et des cliniques de dépistage et de traitement du VIH, SIDA, s'efforçant de leur inculquer un véritable sens de l'humanité. Si ces journaux intimes sont rendus publics, ils apporteront des preuves irréfutables et de première main de la cruauté institutionnelle subie par Diana, changeant radicalement la perception du public à l'égard des membres de la famille royale qui ont orchestré son isolement. La profonde et persistante brouille entre les princes. William et Harry constituent le contexte explosif des révélations de Laura Fellows. La rupture entre les frères exacerbée par le retrait de Harry de ses fonctions royales et son installation aux États-Unis a profondément déstabilisé la monarchie moderne. Leur relation autrefois perçue comme un lien indéfectible, forgé dans l'épreuve du décès tragique de leur mère, s'est effondrée sur fond de divergences idéologiques concernant le devoir royal, la protection institutionnelle et la liberté individuelle. William défend une stricte interprétation de la Constitution, privilégiant la préservation et la stabilité de la couronne. Harry, à l'inverse, privilégie la survie psychologique de sa famille, rejetant les protocoles rigides qui, selon lui, ont causé la mort de sa mère. Au cœur de cette querelle amère et médiatisée, la famille Spencer fait office de dernier rempart entre les deux princes. Lady Sarah et Lady Jane ont délibérément entretenu des relations chaleureuses et bienveillantes avec leurs neveux respectifs, refusant de prendre parti dans le conflit royal. Elles assistent régulièrement aux événements marquants de la vie des deux frères, incarnant une force neutre et apaisante. L'efficacité de cette diplomatie Spencer a été récemment démontrée lors des funérailles de Lord Robert Fellows à Norfolk. Malgré une vive animosité et le fait qu'ils ne se soient apparemment pas adressé la parole, les princes William et Harry ont assisté discrètement à la cérémonie. Leur présence sous le même toit, uniquement pour rendre hommage à leur oncle Spencer, témoigne du pouvoir unificateur de la lignée maternelle. Lady Jane et Lady Sarah œuvrent en coulisses, prônant l'unité et rappelant sans cesse aux frères l'esprit indomptable de leur mère. L'engagement de Laura Fellows aura inévitablement un impact sur cette dynamique délicate, forçant potentiellement les frères à réexaminer l'héritage de leur mère d'un commun accord ou compliquant davantage les tensions existantes. L'anticipation des révélations de Laura Fellows suscite actuellement une immense anxiété au sein des plus hautes sphères du palais de Buckingham. La monarchie britannique repose sur un contrôle absolu du récit. La firme utilise un vaste réseau sophistiqué de chargés de communication, de conseillers juridiques et de médias complaisants pour protéger farouchement sa réputation et étouffer toute voix dissidente. Le palais s'appuie sur une application stricte de la tradition, recourant aux accords de confidentialité, aux injonctions et à la menace implicite d'ostracisme social et institutionnel pour imposer la loyauté et le silence. Dès que des membres de la famille ou d'anciens employés tentent de mettre en lumière les aspects les plus sombres des agissements royaux, l'appareil du palais se mobilise promptement pour discréditer, isoler ou bloquer juridiquement ces révélations. La famille Spencer est parfaitement consciente des graves conséquences qu'entraîne toute transgression de l'ordre royal. Elle sait qu'un écart de conduite peut se traduire par une exclusion immédiate des événements d'État, la suppression de son accès privilégié et la diffusion de fuites confidentielles et diffamatoires dans la presse britannique par des sources anonymes au sein du palais. Selon certaines informations, dès que les rumeurs concernant l'intention de Laura de prendre la parole ont circulé des signaux d'avertissement subtils
mais sans équivoque, ont été émis par les conseillers royaux. Il ne s'agit pas de menaces explicites, mais plutôt d'avertissements voilés quant à l'importance du respect de la vie privée royale et aux dommages familiaux potentiels que pourrait engendrer la réouverture d'une histoire établie. Le message de la couronne est clair. Le silence institutionnel est synonyme de survie, et la loyauté envers le récit officiel est absolument non négociable. Laura Fellows s'engage sur un terrain extrêmement dangereux, cherchant à concilier son droit absolu à faire éclater la vérité historique de sa famille avec les vastes capacités de représailles de l'appareil d'État britannique. Alors que Laura Fellows s'apprête à officialiser ses révélations, la méthode qu'elle choisira sera cruciale. Elle ne cherche pas à créer un sensationnalisme bon marché. Elle entreprend une sérieuse restauration de la vérité historique. On s'attend à ce qu'elle contourne complètement la presse à sensation, en optant plutôt pour un format très structuré et rigoureusement contrôlé. Cela pourrait se traduire par des mémoires méticuleusement documentées et relues par un juriste, ou par une longue interview télévisée avec un journaliste indépendant et respecté. Cette approche prudente vise à garantir que son récit soit inscrit dans les archives historiques avec une crédibilité absolue et incontestable, rendant extrêmement difficile pour les équipes de communication du palais de rejeter ces affirmations comme de simples accès de colère ou des ragots opportunistes. La réaction du public à ces révélations à venir sera sans aucun doute polarisée. Une large majorité du public mondial, qui conserve une profonde affection pour la princesse Diana et reste très méfiante à l'égard du comportement de la famille royale dans les années 1990, soutiendra massivement la quête de transparence et d'exactitude historique de Laura. À l'inverse, les traditionalistes royaux les plus fervents et les commentateurs conservateurs considéreront probablement toute divulgation publique susceptible de nuire au monarque actuel comme une grave trahison de leur devoir et de l'honneur. Malgré l'inévitable réaction négative de l'establishment, Laura Fellows a franchi le Rubicon. Sa décision de sortir de l'ombre garantit que la vérité sans faille concernant les défaillances systémiques, la cruauté institutionnelle et la profonde tragédie humaine d'août 1997 ne sera plus occultée sous le vernis des traditions de la couronne britannique. L'héritage de Diana, princesse de Galles, est sur le point d'être récupéré par l'institution qui l'a trahi. L'ampleur de l'histoire occultée qui sera révélée assure que les rouages de la famille royale seront soumis à un examen historique rigoureux, un examen que Buckingham Palace a désespérément tenté d'éviter pendant 30 ans, marquant ainsi la fin définitive de l'ère du contrôle absolu du récit royal.